Madame, Messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette émission RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et du développement durable. L'environnement, c'est notre milieu ambiant et nous devons en tout cas le protéger, le préserver et même le conserver. Les questions environnementales aujourd'hui se sont inscrites au cœur de débats politiques, culturels, économiques avec des enjeux considérables. La ville de Mwanda a accueilli du 21 au 27 février dernier la deuxième table ronde tripartite, gouvernement, société civile et société pétrolière. Dans cette émission, on va devoir évoquer cette deuxième table ronde, mais en ce qui concerne bien sûr les aspects environnementaux, parce que, comme vous le savez, le secteur pétrolier, c'est un des secteurs qui pollue notre environnement et on va devoir en parler dans cette émission. Et pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau, avec nous donc sur ce plateau, mon confrère Pépito Sakasaka, que j'aime bien appeler Messieurs Hydrocarbures en République démocratique du Congo. Il présente l'émission Focus Hydrocarbures. Monsieur Pépito Sakasaka, bonjour. Bonjour, monsieur Ruben. Bienvenue dans cette émission. Merci. Comment vous allez? Oui, énergétiquement, ça va. Énergétiquement, ça va. Hydrocarburement, ça va. Hydrocarburement, ça va. Alors, Focus Hydrocarbures. Pourquoi Focus Hydrocarbures? Vous vous êtes donné la peine de parler d'hydrocarbures à travers les médias. Tout découle d'un constat. Le fait de voir que la RDC, c'est un pays qui regorge d'innombrables ressources pétrolières, gazières et énergies renouvelables, quasiment inexploitées et non inventoriées. Peut-être qu'on a eu la chance de faire ce genre d'études, peut-être qu'on a eu la malchance de ne pas avoir un emploi stable, peut-être qu'on a eu la malchance de voir d'autres pays se développer sur base de pétrole, parce que quand on a le pétrole, on a la puissance, on a le pouvoir, mais dans notre pays, c'est le contraire. Et puis on a eu la chance de faire quelques formations dans le secteur du journalisme et autres, comme on avait quelques atouts. Et alors on s'est dit, pourquoi pas mixer ce qu'on a appris de l'ingénierie du pétrole-gaz et le média avec tout le risque possible. Alors, Focus Hydrocarbures, c'est donc l'émission que vous présentez et j'espère que c'est cette émission qui vous conduit partout aujourd'hui et particulièrement à Mwanda où vous avez pris part à la deuxième table ronde tripartite sur le pétrole, si on peut le dire ainsi, les hydrocarbures, tripartite, société civile, gouvernement et société pétrolière. Pour vous, avec l'œil du journaliste, avec l'œil de Focus Hydrocarbures, quel peut être l'intérêt d'une telle table ronde? Cette table ronde s'inscrit dans une très bonne logique de redevabilité. Parce qu'à un certain moment, la population s'est plaignée. La population, les communautés locales constatent que les hydrocarbures, le pétrole est extrait de leur sous-sol, mais cette population conjugue une pauvreté indescriptible. Alors c'était important de se retrouver autour d'une table pour essayer un peu de changer. Je signale que cela a eu lieu pratiquement 12 ans après. La première table ronde s'est tenue le 28 janvier 2010 et la seconde venait à peine de se tenir. Donc c'était important de revoir certaines anciennes résolutions qui n'ont pas été mises en musique et puis de diagnostiquer, de dire tout haut, c'est qu'on conçoit tout bas et puis de cogiter ensemble. Et on craint qu'il y ait des tables rondes, qu'on aille de table ronde en table ronde parce qu'il y a eu une première, comme vous l'avez dit, en 2010 et 2022, une deuxième table ronde. Mais qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne l'a pas? Selon certains participants, les grandes résolutions n'ont pas été exécutées. 12 ans après, comme d'habitude, les grandes résolutions n'ont pas été exécutées. Elles ont évoqué plusieurs raisons. Il y a l'aspect politique, le régime aussi peut-être qui jouait en défaveur. Il y a plusieurs aspects et si le régime joue en défaveur, ce sont les entreprises pétrolières qui feront la loi. Une population, les communautés locales sont mal organisées. Elles ne sont pas capables de démontrer qu'il y a pollution. Elles ne sont pas capables de mieux gérer quelques fonds alloués pour leur cause. Elles ne sont pas capables d'orienter leurs doléances à acquis de droit. Elles se divisent entre elles.
elle se crée des conflits interethniques et du coup, c'est en l'air des avantages et Mwanda continue à souffrir. Mwanda manque de tout. Pas d'électricité, pas d'infrastructure, pas d'eau potable. Il y a l'érosion côtière qui ne cesse d'avancer. Donc bref, Mwanda ressemble à un village en plein 21e siècle. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Sur quoi les débats ont été axés au niveau de cette deuxième table ronde tripartite? Tout a tourné sur la problématique du développement de Mwanda. Et il y avait plusieurs sous-thèmes qui ont été évoqués. Entre autres, on a parlé de la législation et règlements. On devait revoir de quelle manière les entreprises pétrolières exercent à Mwanda. On a parlé de l'éducation, parce qu'on se rend compte que peut-être que Mwanda n'a pas la main-d'œuvre locale. Les entreprises pétrolières viennent avec de l'expertise extérieure. Et lorsqu'on amène de l'expertise extérieure, ces gens-là seront mieux rémunérés par rapport aux nationaux. Et on a parlé de l'aspect lié à la santé, sécurité, environnement. Vous pouvez bien constater que Mwanda, il y a de puits pétroliers derrière des maisons, il y a tout ça. Les habitants se plaignent. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent plus à récolter comme il faut. Quand ils plantent, le sol n'est plus à la hauteur de donner de bonnes semences. Il y a même les activités vivrières, la pêche et autres. Les pêcheurs ont du mal à continuer. Pourquoi? Parce qu'ils constatent qu'il y a la pollution des eaux. Donc il y a toutes ces histoires-là qui ont été évoquées, il y a eu des résolutions qui ont été données, mais aussi on a abordé l'aspect énergie. Aujourd'hui nous parlons de transition énergétique, donc il n'y a pas de développement sans énergie comme on a l'habitude de le dire. Donc si nous voulons que Mwanda se développe, nous devons exploiter le pétrole, mais pas de n'importe quelle manière. Il faudrait l'exploiter, il faudrait ouvrir encore les champs. D'ailleurs, il y a une nouvelle entreprise qui s'est installée sur Estream, donc ça prouve que certaines entreprises viendront et lorsqu'il y aura une concurrence dans ce secteur, ça pourra faciliter le développement de ce coin du pays. Alors, faciliter le développement du coin de notre pays, qui est Mwanda donc, dans le Congo central. Pendant 7 jours, les débats ont tourné sur les différents aspects, la réglementation, l'éducation, la santé, sécurité, environnement, mais aussi sur l'énergie elle-même, parce qu'il faut donner de l'énergie, parce qu'il n'y a pas de développement sans énergie. Mais nous allons devoir essayer de nous focaliser sur les aspects qui sont liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement. Vous l'avez dit tantôt, aujourd'hui, comme il s'est dit aussi, que quand on pêche un poisson du côté de Mwanda, les poissons sentent le pétrole. Vous l'avez entendu parler. C'était le témoignage des pêcheurs. Et ils l'ont dit, et vous le savez que la pollution se constate d'abord au travers le 5 sens. La pollution se constate, mais aussi la pollution se démontre. C'est à ce niveau-là que la population n'a pas assez de moyens pour démontrer que réellement il y a pollution, que dans le poisson il y a tel polluant, parce que ça nécessite des études, ça nécessite de moyens, des analyses. Mais seulement j'ai été très dérangé du fait que le gouvernement n'a pas d'études qui atteste qu'il y a pollution en Mwanda. Il y a des analyses, il y a des publications de tierces personnes qui abordent cette question, mais le gouvernement n'a pas de données qui attestent qu'il y a pollution. D'ailleurs, la DGA de Perenco-Rep, cette entreprise pétrolière qui évolue à Mwanda, a dit tout haut qu'à leur niveau, elles ont des études. Mais le gouvernement n'en a pas. Le gouvernement n'en a pas jusque-là, qui atteste qu'il y a pollution à Mwanda. Et lorsque l'entreprise qui évolue dans ce secteur brandit les études, le gouvernement dit Amen. Et quand le gouvernement dit Amen, qu'est-ce qui se passe? Il y a le principe de pollueur-payeur. Et lorsqu'on pollue, on paye. Où va cet argent? Parce que Mwanda continue à souffrir. On espère qu'il y a eu les 10 millions qui ont été rétrocédés avec l'avenant 9. Il y a un fonds. Le chef de l'État a insisté là-dessus pour que Mwanda puisse en bénéficier. Pour une première fois que Mwanda en bénéficie. Nous voyons comment est-ce que ce fonds-là sera géré. Déjà, il y a des tractations, mais nous prions les bons dieux pour que Mwanda ne rate pas cette opportunité. Au cas contraire, je me dis, si rien n'est fait, Mwanda risquerait de disparaître sur la carte de la RDC. Et surtout avec, une parenthèse, surtout avec l'érosion côtière. L'érosion côtière, il y a les inondations, il y a tous ces aspects-là qui feront en sorte que Mwanda subisse de plein fouet. Mais n'oubliez pas aussi,
ce qui peut arriver si le projet du port en eau profonde n'est pas bien orienté. Il y a certains experts environnementalistes qui disent qu'il faudrait des études minutieuses. Au cas contraire, l'eau pourra dévaster ou soit avoir de l'impact sur cette zone côtière. Alors, les témoignages fusent de partout, on l'entend, c'est vrai, vous avez évoqué l'aspect qui est lié à démontrer qu'il y a réellement la pollution, mais quand Perenco, par exemple, l'entreprise mène ses études, il y a quand même ce qu'on appelle par exemple l'étude d'impact environnemental et social. Mais cette étude-là, elle doit être homologuée ou encore certifiée par une instance nationale. Est-ce que c'est le cas? Ces genres d'entreprises, ce sont les entreprises qui ont d'abord, ce sont des entreprises multinationales. Perenco, c'est un groupe des entreprises européennes, c'est-à-dire elles ont de moyens. Elles ont ce qu'il faut pour travailler. Et lorsqu'elles évoluent dans un pays, Perenco n'est pas qu'en RDC, elle est partout. Elles respectent les lois de la République. Ce sont des entreprises qui évoluent en respectant le principe. Donc je ne pense pas que cette entreprise peut dire tout haut qu'elles ont des données, qu'elles ont des études, sans pourtant respecter les lois de la République. Même les aspects liés au licenciement, parce qu'il y a eu une participante qui a posé la question aux responsables de Perenco, comment cette entreprise arrive à limoger ou à licencier massivement, mais j'étais très surpris de la réponse de responsables de Perenco. Elle a dit tout haut qu'elles font tout en harmonie avec les autorités du pays. Donc avant que Perenco puisse limoger le travailleur, elle sollicite l'aval du ministère du Travail. Donc ce sont des entreprises qui fonctionnent en respectant les lois de la République. Alors si l'État est vraiment mature, entre guillemets, si l'État est responsable, si l'État travaille réellement pour l'intérêt de la population, nous espérons que le pétrole sera une bénédiction. Comme c'est fait dans d'autres pays, comme nous voyons d'autres pays pétroliers est en train de faire des grands pas. Mais si l'État tombe dans une mégestion, tombe dans tout ce qu'on peut constater comme corruption et autres, là, le pétrole devient et reste une malédiction. Alors, vous êtes dans les sillages quand même, parce que vous parlez de focus hydrocarbures, nous espérons que vous êtes dans les sillages du ministère. Et par rapport à Mwanda, à la deuxième table ronde, il y a certainement des à côté qui ont été dits, que ce soit du côté peut-être des entreprises pétrolières ou encore de la société civile, surtout. Dans les coulisses, qu'est-ce qui a été dit? Dites-nous quand même, parce que vous avez pris part à cette table ronde. Nous allons communiquer sur le communicable pour dire que les entreprises pétrolières ont participé activement. Oui. Il y a eu même des travaux qui se sont étendus jusque tard, 1 heure, 2 heures. Et on a vu la présence des responsables des entreprises pétrolières, en commençant par les DG et les autres. C'était un très bon signe et la population était vraiment satisfaite pour ça, les communautés locales. Les communautés locales se plaignaient aussi de la mauvaise organisation. De quelle manière la chose s'est déroulée. Alors, il y a eu 2 fois certains ateliers, vous débutez, l'heure n'a pas été respectée. On vous dit que voilà, la séance débutera à 9 h à telle heure, mais la séance débute à 13 h. Et c'était pas honorant, c'était pas responsable d'une communauté qui veut réellement se développer. À part l'aspect lié à l'heure, il y a eu certains chefs coutumiers qui ont été peut-être qui n'étaient pas contents, d'autres se plaignaient qu'ils n'avaient pas la parole, d'autres... Bref, il y a eu quelques mécontentements, il y a eu quelques soucis, mais le plus important, les participants ont pu quand même harmoniser leurs différends, et à la fin, ils ont signé, ils ont posé une signature sur les résolutions, et nous espérons que ces résolutions ne seront pas lettres mortes, ne seront pas casées quelque part, et nous constatons d'ailleurs qu'ils ont pu publier les résolutions. En 2010, on a du mal à retrouver ces résolutions en 2010, mais au moins, cette fois-là, ils ont pu publier parce que la population a insisté que nous voulons réellement avoir ces résolutions. Ça pourra nous aider. C'est pour faire le suivi. Et d'ailleurs, il y a aussi un comité de suivi qui sera monté pour évaluer à chaque fois comment la chose va évoluer. Donc, mais aussi, j'ai parlé avec la population
très souvent le motard, parce que ce sont des jeunes qui sont un peu informés. Le motard était très surpris qu'il y ait une activité pareille à Mwanda. Très surpris, ils n'ont pas vu de panneau, l'information n'a pas circulé. D'ailleurs, ils se disaient qu'il y a eu des gens qui sont venus de Kinshasa pour vendre Mwanda. Comprenez un peu, il y avait un problème de communication en amont, et voire même lors du déroulement de l'événement, l'information ne circulait pas comme elle devrait circuler, mais au moins on estime qu'à chaque organisation humaine, il y a toujours des failles. On espère que l'avenir est radieux. Alors, dans les résolutions, vous avez certainement passé en revue ces résolutions. Quels sont les aspects qui concernent l'environnement? Parce que cet environnement doit être protégé. La société civile, elle crie à tue-tête qu'il y a danger avec le pétrole. Mais dans les résolutions, pour qu'on protège cet environnement-là des Mwanda, qu'est-ce qui a été dit? Ce qui est vrai, je dois rassurer la population que si nous voulons le développement, nous devons aussi s'attendre à la pollution. La pollution est inhérente à la vie humaine. Il n'y a pas de pollution zéro. Il n'y a pas de pollution zéro, ça nous suit. L'homme, c'est un sujet de pollution. Mais c'est seulement que nous sommes dotés de facultés de gérer. Aujourd'hui, nous parlons soit de la mitigation ou l'atténuation. Ce sont des mesures qui ont été proposées. On a parlé tantôt de... Il y a un participant qui a évoqué l'aspect du reboisement. Mais entre experts, il y avait un conflit de concepts, reboisement ou boisement. Donc il y a des coins où il faudrait reboiser, mais il y a des coins où il faudrait réellement planter de plantes qui sont capables d'encaisser, d'absorber ces gaz à effet de serre. Donc il y a eu toutes ces initiatives-là qui ont été données, mais aussi il faudrait respecter le pacte social. Si cette population-là se retrouve, si on arrivait à avoir des universités, si on arrivait à avoir des infrastructures, l'éclairage, de l'eau potable, ça pourrait soulager tant soit peu cette maman qui n'arrive plus à utiliser son champ, mais elle constate que dans sa maison, en plein Mwanda, elle a du courant. Vous voyez un peu, ça peut compenser, elle peut faire des activités commerciales et autres. Mais si on n'arrive pas, si on ne réalise pas ces résolutions, nous espérons que ça sera un coup d'épée dans l'eau. La responsabilité sociétale des entreprises. Est-ce que les entreprises pétrolières font également ou mettent un accent particulier sur cet aspect des choses? Je vous ai dit tantôt, ce sont les entreprises, parmi les entreprises qui respectent les lois de pays, elles figurent. Elles respectent. Depuis la nuit de temps, Perenco, bon, pour ne pas trop parler de cette entreprise, elles ont l'habitude de payer les attributs, les droits et tout ça par rapport à cette population. Elles donnent. Malheureusement, ces fonds ont été plusieurs fois dilapidés, mal gérés, problème de canalisation. Il y a eu des bourses qui ont été données, il y a eu certains avantages. Malheureusement, elles sont parfois très mal gérées. Même l'entreprise arrive à embaucher certains autochtones, mais on constate qu'il y a beaucoup d'influence, même au sein de l'entreprise et au sein de ceux qui sont censés gérer cette société civile. Mais il y a eu une idée qui a été donnée, que moi personnellement je suis en train de soutenir, que COCODEM, le comité de conservation pour le développement de Mwanda, fonctionne sous forme d'un décret ministériel et non d'une note circulaire. Parce que ces comités de concertation est censé défendre les intérêts de Mwanda. Si le comité de concertation n'a pas le monopole des décisions, elle s'est transformée en une ASBEL. Est-ce qu'elle peut encore revendiquer normalement ce droit? Donc il faudrait en faire une structure étatique. Pourquoi pas un sous-département du ministère des hydrocarbures? Pourquoi pas? Comme ça, le responsable de COCODEM sera d'office le mandataire du gouvernement au travers du ministère des hydrocarbures pour veiller sur ce que les entreprises pétrolières doivent faire par rapport à cette communauté locale mwandaise. Il y a l'ITIE aussi qui existe, l'initiative dans la transparence des industries extractives. Évidemment, ce sont des éléments qui devraient accompagner les entreprises pétrolières, mais il faut une certaine clairvoyance de la part de la population. Ça existe. Il y a même la nouvelle loi sur la sous-traitance. J'espère que vous avez appris qu'il y a eu des tensions avec des grévistes à Mwanda. Donc il suffit juste d'appliquer les lois de la République. Nous avons des lois, des très belles lois, des très bonnes lois d'ailleurs. Malheureusement, c'est l'applicabilité qui pose problème,
au point même que la législation pétrolière promulguée en 2015, elle a du mal à être appliquée. Il y a eu certains participants qui ont proposé que cette loi soit révisée. Quelques années après, elle a d'abord du mal à être appliquée et on constate qu'elle est faible et puis on estime qu'elle doit être révisée. Alors, dans les sillages du ministère des Hydrocarbures, qui a été à Mwanda, bien sûr, quelles ont été les propositions avant-gardistes des responsables des autorités ministérielles par rapport aux aspects qui sont liés à la pollution, à la dégradation de l'environnement de Mwanda? D'abord, nous saluons le courage du ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, qui a pris part active à cet événement. Il y avait son DURCAP qui était là, le secrétaire général aux hydrocarbures, M. Christian Kankou, qui a assisté. Donc, le gouvernement a été représenté d'une certaine manière. Et au-delà de résolutions, des recommandations qui ont été données, à leur niveau aussi, ils ont des cellules spécialisées. Ces cellules-là seront obligées d'apporter les initiatives de l'intelligence pour que Mwanda ne se dégrade pas. On espère, elle se dégrade déjà, pour protéger ce qui reste, protéger ce qui reste. On espère que ça sera dans ce sens-là que les choses pourront évoluer. Mais ce qui est vrai est que nous restons positifs. Nous restons positifs. Il y a une certaine volonté manifeste de la part de nos autorités politiques de faire mieux, mais aussi cette volonté-là devrait être accompagnée de bases logiques. On a besoin de l'expertise. Notre secteur souffre de l'expertise. Souffre de l'expertise, pourquoi? Parce que nous... On a quand même mis un accent particulier sur l'éducation. Évidemment. Dès lors qu'on a une main-d'œuvre qui n'est pas bien formée, qualifiée, dès lors qu'on a une société civile qui n'est pas informée, dès lors que nous manquons certaines données vraies qui attestent que voilà, il y a ça, 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 on aura du mal à décoller. Mais nous espérons qu'avec ces nouveaux régimes qui tentent un peu de valoriser le secteur énergétique, le secteur des hydrocarbures, que les choses pourront aller de mieux en mieux. Alors, on va terminer ce sujet avec un aspect qui est lié à la transition énergétique. La RDC, c'est plus l'hydroélectricité. Mais l'énergie, ce n'est pas seulement l'hydroélectricité, c'est aussi l'éolienne, c'est aussi le solaire, la biomasse, ainsi de suite. Mais pendant ce temps, les énergies fossiles comme les hydrocarbures sont encore là. Est-ce que la question de la transition énergétique a également été évoquée à cette deuxième table ronde? Là, je salue l'ingénieur Flori Moudi, il était aussi participant. Il a proposé un tel sous-thème. Il a bien voulu que cela se figure parmi les sous-thèmes. Malheureusement, sa proposition a été rejetée. J'étais très dérangé du fait que la proposition de l'ingénieur Flori a été rejetée dans un contexte de transition énergétique. On devrait en parler. Que deviendra Mwanda sans pétrole? Ce n'est pas du mythe, c'est une réalité. Et les entreprises pétrolières se préparent pour ça. Vous le savez qu'aujourd'hui, Total n'est plus Total. Total est maintenant Total Énergie. Même l'entreprise nationale du pétrole du Nigeria, elle a aujourd'hui un département sur les énergies renouvelables. Donc nous sommes déjà, le train de la transition énergétique a déjà quitté la gare. Nous devons nous préparer par rapport à ça. Mais c'est dommage que lors d'une telle table ronde qu'on n'a pas abordé les aspects liés à la transition énergétique, on ne sait pas à quand se tiendra une troisième table ronde, on ne sait pas comment le ministère des Hydrocarbures appréhende cette question de la transition énergétique, bien qu'il y a un département, qui parle aussi de biocarburants, mais ça devrait être d'une manière bien précise pour que cette question de la transition énergétique soit vraiment abordée. À Mwanda, selon certaines études que nous avons palpées, Mwanda a la possibilité de produire de l'électricité à partir de vent, dans l'énergie éolienne. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée à un vent courant, donc facilement on peut compter aussi sur les énergies renouvelables pour pallier au déficit énergétique. Malheureusement, on n'en parle pas et tout est focalisé sur les hydrocarbures et espérons que l'avenir nous dira mieux. Alors, Pépito Sarasaga, on va terminer avec cette émission. D'abord sur la deuxième table ronde tripartite, gouvernement, société civile et société pétrolière. Que dire à tous ceux qui vous suivent
en rapport avec cette table ronde? Quelles sont les avancées? Quelles sont les attentes? Et où allons-nous avec les recommandations? Est-ce qu'elles seront appliquées? Elles seront suivies de près? Quelle dire? Il y a eu quelques avancées. Cette table ronde, elle promet. Elle promet. Au moins, le parti, gouvernement, communauté locale et entreprises pétrolières se sont mis d'accord sur certaines clauses. Mais c'est seulement ce que nous insistons et l'exécution. Mwanda a déjà bénéficié des 10 millions pour son développement. Mwanda se figure parmi les 145 territoires avec ces grands projets du gouvernement de développement à la base. Nous espérons que Mwanda pourra se développer. Nous sommes très positifs et on ne peut pas parler exploitation pétrolière dans le reste des bassins de la RDC sans revoir la question de Mwanda. Je me dis que ça sera une grosse erreur si nous devons exploiter le pétrole dans la cuvette centrale ou dans la partie est sans pourtant revoir la question de Mwanda. Mwanda, c'est parmi des villes pétrolifères la plus sale au monde. Alors il faudrait revoir. Et cette table ronde, c'est vraiment une opportunité de développement. Certainement par rapport à la question liée à la prolifération anarchique des stations-service, nous interpellons l'autorité à agir, à prendre des mesures courageuses pour essayer un peu d'alléger ou soit de préserver la vie de la population, mais aussi à la population d'être éveillée. Nous avons vu vers Mimouza, la population s'est levée comme un seul homme pour interdire l'installation d'une station-service juste à l'entrée de Mimouza. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que cette station-service n'a pas été installée. La population peut aussi réagir, peut aussi faire des mémos, peut aussi faire des réclamations. Au lieu de publier n'importe quoi sur Internet, elle peut orienter ses déshydratats et nous autres là, nous sommes là pour relayer leurs inquiétudes. Voilà, j'espère que c'est bien dit. Pépito Sakasaka est homme écologique et économique. Vous l'êtes également, vous, madame, messieurs. Merci donc de nous avoir suivis. Merci à Pépito. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette émission. Comme nous le disons toujours, nous devons protéger notre environnement parce que si cet environnement brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Merci à Céline Boumba, merci à Christian Kinina, merci à Guilhem Muzembe et à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de cette émission qui reviendra bien sûr la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt.